Carl Gustav Jung, Présent et avenir, traduit de l'allemand et annoté par le docteur Roland Cahen. Le livre de poche Buchet-Chastel. Chapitre 1er. L'individu menacé par la société. De quoi l'avenir sera-t-il fait ? De tout temps déjà cette question a préoccupé les hommes, mais c'est avec des intensités variables que cette question douloureuse a fasciné leurs esprits. Si on interroge l'histoire, il apparaît que ce sont principalement les périodes de cataclysmes naturels, de bouleversements politiques ou économiques, qui, la crainte le partageant à l'espoir, axent les regards vers l'avenir, suscitant des anticipations, des utopies et des visions apocalyptiques. Que l'on pense au siècle d'Auguste, au début de l'ère chrétienne, avec son attente de l'an 1000, ou aux métamorphoses qui se produisirent au sein de l'esprit occidental, marquant la fin du premier millénaire chrétien. Aujourd'hui, le second millénaire s'achève et nous vivons dans une époque qui nous suggère des images apocalyptiques de destruction universelle. Que veut dire cette faille, concrétisée par le rideau de fer qui scinde et dissocie l'humanité en deux moitiés ? Qu'adviendra-t-il de notre civilisation et de l'homme lui-même, de notre être, de la condition humaine dans son essence, si les bombes à hydrogène se mettent à exploser, ou si l'absolutisme étatique, étendant son ombre sur l'Europe, nous réduit à la disette spirituelle et morale. Rien ne nous autorise à prendre ces menaces à la légère, car partout en Occident s'agitent ces minorités subversives qui tiennent sous le boisseau les torches incendiaires prêtes à les brandir. Ces minorités travaillent dans l'ombre, à l'abri même, ô paradoxe, de notre humanité et de notre conscience du droit. De sorte que rien ne s'oppose à l'expansion de leurs idées, si ce n'est l'esprit critique d'une certaine couche de la population capable de pondération et d'une relative stabilité mentale. Mais il ne faut pas se laisser aller à surestimer l'importance et la puissance de cette couche sociale. Elle varie de pays à pays en fonction du tempérament national. Elle varie aussi de région à région, sous l'influence qu'elle est de l'instruction et de l'éducation publique, et elle est en outre soumise à l'influence de perturbations aiguës d'origine politique ou économique. D'après des estimations optimistes, basées sur les observations faites lors de consultations électorales, cette couche stable englobe au plus environ 60% des votants. Toutefois, une appréciation plus pessimiste ne semble pas justifiée ni pouvoir être écartée sans examen, car les dons de raison et de réflexion critique ne sont pas des qualités foncières de l'homme. Même là où elles sont présentes, elles s'avèrent instables, inconstantes, volontiers vacillantes, et cela en règle générale proportionnellement à l'ampleur des groupes politiques. Ce qui pourrait encore subsister de réflexion, de compréhension et de perspicacité chez l'individu se trouve écrasé par la masse, et c'est pourquoi cette dernière mène nécessairement à la tyrannie autoritaire et doctrinaire, dès que l'État fondé sur le droit manifeste des signes de faiblesse. En présence d'une situation donnée, la discussion basée sur des arguments de raison ne demeure possible et n'a de chance d'aboutir que tant que le potentiel émotionnel inhérent à la situation n'a pas dépassé un certain niveau critique. Dès que ce dernier est franchi par la température affective et l'émotivité, les possibilités et l'efficacité de la raison se trouvent anéanties. S'y substituent des slogans et des désirs chimériques et fumeux. C'est-à-dire que la raison fait place à une espèce d'état de possession collective qui se propage à la manière d'une épidémie psychique. Quand les choses en sont là, surgissent ces éléments troubles de la population qui jusqu'alors, tant que régnaient les normes de la raison ou de l'ordre établi, ne menaient en tant qu'éléments asociaux qu'une existence tout juste tolérée. Que l'on n'aille surtout pas penser que de tels individus ne constituent que de rares curiosités, et qu'on ne les rencontre que dans les prisons ou les asiles. D'après mon expérience, j'estime qu'il existe pour toute malade mentale manifeste au moins 10 cas de folie latente. Si cette dernière n'explose pas fréquemment, il n'en demeure pas moins que les conceptions, les comportements et le rayonnement social de ces êtres se trouvent sous l'emprise d'influences inconscientes, maladives et perverses, bien qu'ils présentent toutes les apparences du normal. Pour des motifs bien compréhensibles, aucune statistique médicale ne peut nous renseigner sur la fréquence des psychoses latentes. Même si leur nombre n'atteint pas 10 fois celui des aliénés et des criminels manifestes, leur pourcentage relativement faible comparé à l'ensemble de la population ne s'en trouve pas moins largement contrebalancé par la nocivité toute particulière de tels individus.
Leur état d'esprit, en effet, correspond à celui d'un groupe ou d'une masse en état d'excitation collective, en proie à des préjugés affectifs et à des fantasmes qui les portent à prendre leurs désirs pour des réalités. Au sein d'une telle masse, ce sont les éléments asociaux qui sont les plus adaptés. Ils s'y sentent comme des poissons dans l'eau. Leur vécu personnel, leur expérience intime leur ont déjà appris le langage et le maniement de tels états affectifs. Leurs idées chimériques, sous-tendues par des ressentiments fanatiques, en appellent à la déraison collective et y trouvent de fertiles alluvions. N'expriment-ils pas tout haut les motivations, les ressentiments et les exigences qui, chez les individus plus normaux, sommeillent en général sous le manteau de la raison, de l'acceptation, de la résignation, voire de la commodité? C'est pourquoi ces êtres porteurs de déséquilibres latents, en dépit de leur nombre relativement faible si on les compare à l'ensemble de la population, n'en constituent pas moins des sources éminemment dangereuses d'infection, à cause en particulier du fait que l'homme réputé normal ne dispose que d'une connaissance fort limitée de lui-même.